Bonjour. Comme d'habitude, je regarde si tout le monde est bon. Calédonien, c'est bon. Gouvernement, c'est bon aussi. Et NC Première, c'est bon également. Donc je suis accompagné du docteur Martin Noël de la Direction des Affaires Sanitaires qui répondra à vos questions, notamment sur la question des protocoles de quatorzaine des vols et notamment sur le vol du 5 mars. Donc après ma présentation, on passera à une séquence questions-réponses. Léo qui est avec nous tous les jours. Isabelle Chamorro qui viendra faire un point sur la question des personnes en situation de handicap durant cette période, et on aura Jean-Louis d'Angleberme qui viendra faire un point sur la question agricole, puisqu'un certain nombre de textes est passé aujourd'hui en séance du gouvernement. On sort de séance du gouvernement, notamment sur la question des calamités agricoles. Sur les nombres de tests et le point sanitaire qui est fait aujourd'hui, donc 204 tests ont été réalisés hier, 191 ont été réalisés au Medipol, 13 au CHN, et nous avons 0 cas positif comme hier, donc c'est une bonne nouvelle. Donc nous restons à 58 cas positifs en Nouvelle-Calédonie depuis la période du 7 mars et 46 hospitalisations. Vous le savez, nous avions 2 personnes de Nouvelle-Calédonie en service de réanimation. Il y en a une qui est sortie, donc là aussi c'est une bonne nouvelle sur les services de réanimation. Sur la question des vaccins, je reviendrai plus tard sur les différents décalages, mais sur un point, donc 891 injections ont été réalisées hier, 23 561 personnes donc, ont reçu une première ou une deuxième dose en Nouvelle-Calédonie. Je vous l'ai indiqué, et nous avons eu beaucoup de remontées de personnes qui étaient un peu vexées d'avoir eu un report, mais nous avons été extrêmement rapides sur la période de vaccination, puisque nous avons atteint les objectifs en fin mars de ce que nous avions prévu début avril. Donc à 23 000, nous étions sur un chiffre normalement de début avril, et donc nous avons dû nous réajuster, décaler un certain nombre de rendez-vous justement pour prioriser et rester dans nos secteurs prioritaires, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, les personnes les plus vulnérables, et nous avons souhaité aussi privilégier l'injection de la deuxième dose. Donc les personnes qui avaient reçu une première dose pourront recevoir la deuxième dose puisqu'on est sur cet ajustement. Pour vous faire un petit point des doses qui vont être reçues par la Nouvelle-Calédonie, donc cette semaine nous allons recevoir 9 360 doses, la semaine prochaine 5 850, la semaine suivante 9 360 supplémentaires et la semaine suivante 9 360, ce qui portera au 16 avril 61 000 doses qui seront reçues en Nouvelle-Calédonie, ce qui est dans la stratégie que nous avons menée jusqu'à présent. Je comprends la frustration des personnes qui ont dû être décalées, qui ont été appelées, mais vraiment nous sommes dans une campagne de priorisation dans un premier temps, et ces personnes ne seront que reportées, elles ne seront pas annulées, et elles seront rappelées le plus rapidement possible justement pour être vaccinées. Sur la question des investigations issues des vols de Wallis et Futuna, hier j'avais eu l'occasion de vous indiquer que la semaine dernière nous étions à 67% de personnes qui avaient été testés depuis le vol du 10 février. Hier, nous étions à 76%, pardon. Aujourd'hui, nous sommes à 85,3%. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution qui est quand même significative. Et Dr Noël peut-être me confirmera, mais des investigations sanitaires que nous avons jusqu'à présent, nous voyons que la contamination est plus sur les vols du 20 février plutôt que sur les vols du 10 février. Et sur les vols du 20 février, nous sommes sur une réalisation de tests de l'ordre de 93%, qui est un taux quand même extrêmement élevé. Et donc, cela ne prend pas en compte les tests qui ont été réalisés hier. Donc, nous sommes encore à un taux qui est supérieur. Sur la question du vol du 5 mars, et qui aujourd'hui fait débat, puisque nous avons 26 personnes qui ont été déclarées positives sur ce vol, c'est une première, c'est-à-dire que nous n'avions jamais eu autant de personnes positives sur ce vol. Le docteur Noël viendra répondre aux questions sur cette partie-là. Il est important de rappeler plusieurs choses, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, depuis un an, a mis en place un système de quatorzaine qui nous a permis depuis un an de rester Covid-free. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de rappeler dans vos différents médias, dans vos différents reportages. La Nouvelle-Calédonie, contrairement au reste du monde, est restée pendant un an Covid-free. Sur ce procédure de quatorzaine, il a été élaboré vraiment de manière extrêmement stricte par les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie, avec des
procédures sur les vols, des procédures dans les hôtels, qui seront détaillées par la suite. Sur la question de ce vol du 5 mars, des investigations ont été menées. La quatorzaine a été prolongée de quelques jours justement pour avoir juste si vous pouvez couper vos portables. Merci. Donc la quatorzaine a été prolongée de quelques jours justement pour mener ces investigations-là. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir justement des meilleures informations sur ces cas-là, puisque le vol Tokyo-Nouméa finalement était alimenté par 6 vols de compagnies aériennes différents qui alimentaient ce vol-là. Les enquêtes ont montré une chose, c'est que toutes les personnes positives du vol qui venait du 5 mars étaient issues du vol Paris-Tokyo. Toutes les autres compagnies aériennes, finalement, il n'y avait pas de cas positifs sur ça, ce qui montre que le tronçon Tokyo-Nouméa et la quatorzaine en Nouvelle-Calédonie ont fonctionné, et c'est bien le rôle de la quatorzaine, d'abord justement, quand il y a des cas positifs, de pouvoir les isoler, enfin un risque de cas positifs, de pouvoir les isoler, et ensuite de pouvoir les tester, et ensuite les isoler au Medipol si elles sont positives. Du coup, sur ce vol du Paris-Tokyo, donc il y a des investigations complémentaires qui ont été menées. Ce vol Paris-Tokyo est resté pendant 2 heures sur le tarmac de Roissy avec un risque justement de lien entre les personnes et donc une possibilité accrue de contamination. Donc ça sera confirmé également par la suite. Donc voilà, sur les différentes enquêtes, notre quatorzaine continue de fonctionner, ça fait 1 an qu'elle fonctionne. Elle a fonctionné sur ce cas-là où il y avait eu justement une défaillance à un moment, et donc les enquêtes sont en cours, et je vais donner la parole à madame, au docteur Noël, qui va répondre à vos questions sur les différentes procédures. Vous n'avez pas de questions? Ah si. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Moi, j'ai une question sur les 26 cas positifs qui ont été déclarés. On a eu l'information, le dernier cas positif, c'était un enfant, ou une enfant, peu importe, qui a été déclaré, qui semble avoir été testé le samedi. Or, la sortie de quatorzaine était le vendredi. Comment se fait-il que ce cas positif s'est déclaré le samedi? Et est-ce que ça veut dire que si la quatorzaine n'avait pas été prolongée, ce cas positif serait sorti de quatorzaine et aurait été positif sans qu'on s'en aperçoive? Comment c'est possible, ce cas qui a l'air d'être en décalage d'un jour par rapport aux autres? Oui, alors effectivement, il faut que vous sachiez que parmi les 26 personnes testées positives issues de ce vol, un certain nombre étaient finalement des cas groupés, des cas familiaux. Il y avait finalement une majorité de cas familiaux qui forment une même unité. Donc, il s'agissait là d'un enfant qui avait été exposé aussi à ses parents. Et ça peut, si vous voulez, sa positivité peut survenir. On pourrait dire que c'est un cas secondaire de ses parents. Voilà. Donc, quand il y a des personnes qui sont testées positives, on met en quarantaine les personnes qui sont autour, même si elles sont négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était tout à fait dans la logique des choses et c'est pas inhabituel. En dehors de ce vol, c'est ce qu'on aurait fait de toute façon. Voilà. Donc ça peut prendre un décalage pour les personnes exposées à partir de premiers cas. Bonjour, Mathieu Indorel pour DNC. Il y a plusieurs témoignages qui font état d'un vol donc sur le tronçon Tokyo-Nouméa qui était plein au même titre que le vol sur donc Paris-Tokyo. Est-ce qu'il est normal qu'il n'y ait pas de distanciation sociale dans les avions aussi similaires qu'à l'un que les autres? Bon, alors il faut que vous sachiez que depuis 1 an, les protocoles ont progressivement évolué. Au départ, on a tablé beaucoup sur la distanciation et le port du masque à bord. Et quand les PCR sont arrivés, quand les PCR sont devenus disponibles et surtout obligatoires dans les moins de 72 heures avant de prendre l'avion, ça nous a permis quand même de faire évoluer les procédures de façon à pouvoir écarter les personnes positives lors de cette PCR pré-embarquement. Et ensuite, donc ça permet quand même théoriquement de sécuriser un peu plus le vol. Mais on garde quand même le masque, le port du masque chirurgical à bord, en tout cas les masques jugés efficaces à bord, de façon justement à limiter la transmission pendant un vol. Et ensuite, dans la chaîne de mesures de protection, eh bien, toutes les personnes arrivant en Nouvelle-Calédonie sont placées en quatorzaine, ce qui permet encore, c'est le 3e maillon de la chaîne, avec en plus le 4e maillon qui est le test PCR avant la sortie des personnes.
Donc il faut regarder le dispositif dans son ensemble. Et je pense que la distanciation a été réduite du fait justement de l'organisation de tout un système de protection avec une PCR pré-embarquement, le port du masque obligatoire et les gels hydroalcooliques à bord, la mise en quatorzaine à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie, puis le test libératoire entre guillemets si ce test était négatif. Je pense que c'est pour ça que la plupart des compagnies aériennes dans le monde maintenant n'effectuent plus la distanciation, c'est-à-dire la jauge a évolué, si vous voulez, à bord des vols. Et ensuite, il y a une chose où il faut être pragmatique, c'est-à-dire ce que ça rappelait le docteur Noël, c'est que on pratiquait cette distanciation sociale sur les tronçons Air Calin parce que Air France aussi pratiquait cette distanciation sociale. Air France n'a plus pratiqué cette distanciation sociale, et les autres compagnies aériennes d'ailleurs, vers Tokyo. Il n'y avait pas de sens que Air Calin continue à avoir cette distanciation sociale maintenue. Ce qui était important justement, c'était notre quota de places en quatorzaine, ce qui a toujours été maintenu. Nous avions toujours dit que nous admettions 600 personnes en quatorzaine en Nouvelle-Calédonie justement pour avoir un suivi qui était efficace. Ça a été efficace jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu de rupture de notre procédure de quatorzaine qui a montré qu'un cas positif était sorti de ça. Donc dans tout ce qui a été rappelé par le docteur Noël, il y a vraiment plusieurs échelons avec l'échelon final qui est notre système de quatorzaine dans les hôtels que nous avons mis en place depuis plus d'1 an et qui fonctionne jusqu'à présent. Je reviens juste sur ce que vous avez dit, docteur. Donc vous avez expliqué qu'on faisait des PCR donc avant l'entrée dans l'avion pour éliminer le maximum de cas possible. En l'occurrence, ça a moyennement marché puisqu'on a quand même eu 26 cas au moins sur ce vol. Ensuite, on fait des PCR à la sortie pour voir. Là encore, il y a des témoignages qui font état de l'absence de tests sur certaines personnes. Et donc voilà, je voulais savoir, donc, est-ce que finalement tout est bien maîtrisé, tous ces protocoles qui sont censés nous préserver sont bien maîtrisés? Oui, alors je peux vous rassurer, toutes les personnes qui sortent, qu'on autorise à sortir de quatorzaine, c'est après avoir eu un test PCR négatif. Ça c'est certain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis 1 an, ce dispositif a montré son efficacité. Concernant les tests pré-embarquement, il est possible que vous fassiez un test à moins de 72 heures avant l'embarquement, mais que vous soyez contaminé entre-temps. Et d'ailleurs, c'est une des pistes. On continue à investiguer donc pour savoir ce qui s'est passé. Il y a sans doute plusieurs explications concomitantes et non pas une seule. En tout cas, pour un certain nombre de ces 26 personnes, on pense qu'ils se sont contaminés juste avant l'embarquement. Donc, il n'y a pas pour le moment de conclusion uniforme à ces hypothèses. Je pense qu'il est probable qu'il y en ait plusieurs. Néanmoins, effectivement, ça reste quand même un cluster important. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Donc parmi ces 210 voyageurs, il y en a 26 au Medipôle qui sont soignés actuellement. Il y en a 6 cas contacts qui sont en quatorzaine dans les hôtels et le reste en autoconfinement à la maison. Est-ce que du coup la DAS surveille plus les gens qui étaient sur le Paris-Tokyo que ceux qui venaient des autres vols qui ont alimenté ce Tokyo-Nouméa? Non, nous avons opté pour une conduite à tenir uniforme. Voilà. Non, toutes les personnes sont au même protocole. Anthony des Nouvelles-Calédoniennes, justement sur ce protocole pour les personnes qui sont en auto-isolement à domicile de ce vol-là du 5 mars et qui devraient être testées a priori vendredi, oui. On nous a dit qu'il y avait des contrôles stricts. Quels sont ces contrôles? Et aussi, est-ce qu'il y a un auto-suivi sanitaire avec une prise de température quotidienne ou je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'on leur demande à ces gens et comment sont-ils contrôlés pour qu'on soit sûr qu'ils restent chez eux? Alors, ils ont reçu donc des informations écrites sur la façon de mener cette semaine supplémentaire. On leur a demandé de s'autoconfiner. Enfin, le protocole est écrit donc dans un document qu'on leur a remis. On leur a demandé de s'auto-surveiller, leur état de santé. La prise de température, mais pas que, et qu'effectivement, ils pouvaient nous contacter immédiatement si des symptômes survenaient. Et voilà, et ça se termine par une PCR vendredi. André Croiset pour Radio Jido. La question va porter sur notre organisation en général. Donc, on est en train de discuter avec la DAS, mais comment est-ce que vous constituez le conseil scientifique concernant le Covid-19? Il est composé de quel type de spécialistes?
comment est-ce qu'on a composé ce conseil-là pour réfléchir ensemble avec vous, pour penser effectivement au dispositif de présélection de ceux qui vont arriver ici. Parce qu'on est toujours en train de se demander, mais qui sont ces personnes qui arrivent? Est-ce que le pays a vraiment besoin de ces personnes qui arrivent dans le pays? Comment est-ce que le conseil scientifique informe ou conseille le gouvernement pour pouvoir prendre les bonnes décisions? Donc ça, c'est la première partie de la question. Et puis après, il y a d'autres petites questions tout à l'heure concernant des éléments de langage que nous, on a besoin de retraduire. Quand vous dites, par exemple, des cas asymptomatiques, tout ça là, nous, on aurait besoin aussi d'autres clarifications. Mais j'aimerais que vous répondiez à cette première partie de la question concernant la constitution du conseil scientifique qui aide le gouvernement. Alors, le conseil scientifique rassemble un certain nombre de personnalités, de scientifiques, justement. La DAS est représentée dans ce conseil scientifique, mais je vais peut-être laisser M. Gigès répondre sur la constitution du conseil scientifique. Ça a été une décision qui a été voulue par le gouvernement il y a maintenant 1 an. C'est-à-dire que nous avions besoin justement de nous faire assister dans le choix des décisions. Ensuite, il y a des décisions qui sont politiques à prendre, mais on a besoin justement d'avoir ce volet sanitaire. Donc, je vous donne des exemples précis. Il y a le président de l'institut, enfin le directeur de l'Institut Pasteur, des médecins du Medipol, différents représentants du monde sanitaire. Mais si vous le voulez, on pourra vous transmettre la liste précise. Mais c'est des gens qui sont des spécialistes dans leur domaine. D'ailleurs, comme c'est fait dans beaucoup de pays, quoi. Ensuite, sur les vols et les personnes qui arrivent, sur la période de confinement qu'on a déclarée, il y a encore des vols qui arrivent en Nouvelle-Calédonie avec des personnes. Mais ces personnes sont extrêmement réduites puisqu'il s'agit notamment de personnel sanitaire, puisqu'on en a besoin justement dans cette période pour avoir des relèves de soignants. Il y a des personnels essentiels à la poursuite de l'économie. Par exemple, je prends un exemple d'une casse dans une usine métallurgique. Il doit y avoir justement une intervention, sinon il y a des risques industriels. On fait quand même venir cette personne. Par contre, les autres personnes, et je pense aussi, et d'ailleurs je pense bien à ces personnes, et je regarde ma collègue Isabelle Chamorro, parce qu'on a bloqué des étudiants ou des personnes qui devaient revenir en Nouvelle-Calédonie, mais qui n'ont pas été considérés comme prioritaires et donc seront reclassés de manière prioritaire dans les vols qui suivent. Ensuite, sur les vols qui arrivaient depuis 1 an en Nouvelle-Calédonie et qui étaient finalement soumis à la quatorzaine. Vraiment, j'insiste sur ce fait qu'il n'y a jamais eu de rupture sanitaire sur notre quatorzaine en Nouvelle-Calédonie, et c'est ce qui nous a permis justement de vivre normalement depuis 1 an. C'est cette quatorzaine, et c'est la décision d'avoir pris cette quatorzaine dans les hôtels extrêmement rapidement. Ça a été d'ailleurs appliqué dans d'autres pays dans le monde après nous. C'est-à-dire que nous avons pris cette décision extrêmement rapidement, justement pour isoler les personnes qui arrivaient en Nouvelle-Calédonie, pour poursuivre une continuité des vols, pour avoir des échanges de manière réduite tout de même par rapport à ce qui est fait naturellement. Mais cette quatorzaine nous a permis de vivre normalement depuis 1 an. Parce qu'on a vu, il y a eu des sorties de quatorzaine, jamais à ce niveau-là des 26, mais des sorties de 2-3 personnes qui avaient effectué leurs 14 jours dans les hôtels, qui ont été testées positives et qui ont été emmenées au Medipol. Là, on est sur un nombre qui est plus important, mais la même procédure a été faite, et on peut être heureux d'avoir ce système de quatorzaine, parce que sur la chaîne Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas eu de défaillance. Donc, pour compléter effectivement le travail du conseil scientifique, en termes de transparence, les travaux qui sont menés, les réflexions qui sont menées par ce comité-là, est-ce qu'ils sont accessibles pour pouvoir répondre aux besoins de transparence? Et puis, en parlant de la pharmacovigilance, est-ce que ce sont des données qui peuvent être accessibles au public, que le public peut consulter? Non, mais je vais vous donner un exemple très précis sur ce conseil scientifique. Il est là justement pour alimenter le gouvernement et la cellule de crise pour prendre les bonnes décisions. Ensuite, c'est le gouvernement qui est responsable, qui doit prendre les décisions et ensuite les assumer. Sur la question du prolongement du confinement ou non, on a eu une proposition du conseil scientifique de prolonger d'1 semaine, justement pour être sûr de plus d'avoir de cas autochtones en Nouvelle-Calédonie et d'avoir cette garantie-là. C'est un exemple très précis, justement, des avis du conseil scientifique que le gouvernement suit ou a d'autres avis d'autres personnes. Et les personnes qui composent ce conseil scientifique ont eu l'occasion d'ailleurs de s'exprimer. Moi, j'étais en débat sur une des chaînes présentes ici avec le docteur Nouri du Medipol, qui est venu s'exprimer comme membre du conseil scientifique, et donc il s'exprime très largement.
peut-être dernière question sur le travail que nous faisons ici. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, vous nous donnez ces informations. Par rapport à nos auditeurs, il faut qu'on nous le redise d'une autre manière pour nos publics. Et effectivement, ce raisonnement-là, on peut comprendre. Mais à un moment donné, chez nous, c'est dire, on n'a qu'à fermer. Pourquoi on laisse entrer encore les gens, quoi. Mais ça, on a bien compris que d'un autre côté, il y a ça. Donc, si vous pouvez nous expliquer un peu, quand on parle des cas asymptomatiques, quelle autre manière de nommer ça? Ok. Quand on fait un test à une personne, parfois elle a des symptômes, comme par exemple de la toux, de la fièvre, ou de la perte du goût et de l'odorat, qui sont des signes, comme vous le savez, assez importants par rapport à la Covid. Donc parfois elles ont ces symptômes, mais parfois ce sont des personnes qui n'ont aucun signe. Il faut savoir qu'un certain nombre de personnes qui sont porteurs du virus n'ont pas de signes. C'est pour ça que le test est très important. Et donc, vous pouvez avoir des personnes qui ont un résultat positif avec des symptômes et des personnes qui ont un résultat positif sans aucun symptôme. On appelle ça des cas positifs asymptomatiques. Et il y a une autre question qui revient peut-être, docteur, c'est entre les faiblement positifs et les positifs. C'est une question qui revient régulièrement, donc si vous pouvez expliquer ça. Oui, alors, quand on fait un prélèvement dans le nez, on le met dans une machine, d'accord ? Et cette machine, elle va lancer des cycles de détection. Voilà. Si la machine détecte très rapidement, au bout de quelques cycles, le virus, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. D'accord ? Donc, ce sont des fortement positifs. Mais si il faut à la machine de nombreux cycles avant de pouvoir détecter le virus, et tout ça est codifié, on sait qu'il y a un certain... Enfin, c'est défini, alors on appelle ça des personnes faiblement positives. Et bien, effectivement, plus on est fortement positif, plus on est susceptible d'être contagieux. D'accord ? Donc les faiblement positifs, si vous voulez, l'impact pour la santé publique autour ne sera pas le même que si on est en présence de quelqu'un qui a une forte charge virale, qui est fortement positif. Est-ce que ça répond ? Et il y a un autre élément, M. Claizet, c'est sur la question de la communication, et on fait ce point presse justement pour amener cette transparence. C'est vraiment une volonté de ce gouvernement d'afficher cette transparence. Hier, il y a eu beaucoup de questions sur ce vol du 5 mars. Tout de suite, nous avons souhaité justement avoir la DAS pour apporter ces éléments, pour préciser. On a eu des informations complémentaires qui ont été transmises aujourd'hui justement sur l'identification du vol où il y a eu des personnes positives. Donc, on est vraiment dans cette démarche de transparence. Et vous savez, on n'est pas là pour prendre des décisions pour plaire. On est juste là pour prendre des bonnes décisions, même si ça ne plaît pas toujours. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, est-ce que cette expérience du vol du 5 mars pourrait amener le gouvernement à modifier sa jauge dans les hôtels pour les quatorzaines, qui est de 600 places actuellement, pour faire face à ce type de cluster, ou pourquoi pas même repousser cette date du 31 juillet pour la réouverture du ciel calédonien ? Justement, vous me faites la bonne transition, je voulais en parler à la fin sur les différents points qui ont été votés en séance du gouvernement. Donc cette date du 31 juillet, nous ne sommes pas dans une suspension, on est dans une organisation de vol avec quatorzaine, a été prolongée jusqu'au 31 octobre ce matin en séance du gouvernement. La jauge des 600 est suffisante aujourd'hui et on le voit sur cette partie-là. Ensuite, nous sommes toujours dans une partie de suspension des vols liée au confinement. Et cette suspension des vols, je le rappelle, elle avait été faite justement pour garder des hôtels et libérer des places dans les hôtels pour permettre d'avoir des places disponibles si nous avions une épidémie importante en Nouvelle-Calédonie et de placer les cas contacts directement dans les hôtels. Et donc c'était pour ça qu'on avait voulu d'abord, dans un premier temps, suspendre les vols. Les vols continuent à être organisés jusqu'au 31 juillet, c'est un peu complexe. Et là, cette organisation des vols avec quatorzaine a été prolongée jusqu'au 31 octobre. Anthony Tégéraud des Nouvelles Calédoniennes, puisqu'on est sur la prolongation de la suspension des vols jusqu'au 31 octobre, quelle serait la condition pour réouvrir ? A priori, la vaccination semble être la réponse. Dans ce cas-là, quel pourcentage de la population faudrait-il atteindre en vaccination pour atteindre cette fameuse immunité ? Est-ce que c'est la population adulte ou est-ce que c'est la population totale ? Et au rythme de 2000 vaccinations jour, dans combien de mois on pourrait atteindre cet objectif ? Puisque mathématiquement, après ça dépendra de si les Calédoniens sont volontaires ou pas, mais vers où on va là-dessus du coup ? Je vais peut-être laisser le docteur Noël répondre sur la question des effets de la vaccination ou vous voulez que je... Écoutez, ce qu'on sait, c'est que on parle de 70% de la population immunisée pour que le virus arrête de circuler de façon efficace dans une population. Ceci dit, le vaccin les enfants ne sont pas concernés par le vaccin pour le moment. Le fait d'être vacciné ne dispense pas des mesures barrières. Ça, c'est important de le savoir.
Donc après, je pense que c'est là où le conseil scientifique pourra donner un avis éclairé sur les projections possibles et les choix possibles. Exactement, on a justement différents retours et on voit, on a eu des retours hier encore d'ailleurs de la part des affaires sanitaires qui nous précisaient justement les effets de plus en plus bénéfiques du vaccin sur la transmission, mais c'est des informations que nous n'avons pas encore assez puisque nous n'avons pas assez de retours. Donc pour le moment, on est déjà dans un contexte de gestion de crise sanitaire et de voir comment on va déconfiner ou pas en fonction des éléments. On a prolongé jusqu'au 31 octobre. On va avoir des différents retours scientifiques et différentes études scientifiques qui vont nous permettre de dire, avec justement ce niveau de vaccination, est-ce que vous pouvez réouvrir les vols avec des personnes vaccinées ou non? C'est tout ça qu'on va étudier, ou que le 17e gouvernement, s'il arrive à s'installer, va étudier. Mais vous savez, il y a une question qui revient beaucoup, et c'est un peu le sens de votre question, c'est finalement, le vaccin, ça donne droit à quoi? Parce que beaucoup de questionnements de la part de la population qui dit oui, bon, d'accord, je suis vacciné, mais je dois porter un masque, je peux pas voyager, tout ça. Le vaccin, ça permet de survivre. C'est-à-dire que le Covid, ça tue. Le Covid, ça tue beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, le vaccin, ça permet déjà de survivre et de préserver sa santé. Je pense que c'est déjà la première des priorités. Bonjour, Michel Pinvet pour Calédonia. Avez-vous la capacité de conserver entièrement les 60 000 doses que vous allez recevoir dans 4 semaines? Oui, tout est organisé justement avec l'État. On est même justement en flux tendu d'utilisation des doses, donc elles sont pas stockées très très longuement. L'ensemble des doses que nous allons recevoir, ce que j'ai pu indiquer tout à l'heure, les 9 372 semaines, vont être utilisées en environ une semaine si le rythme de 2000 est atteint. Donc il y a un stockage de plusieurs mois qui peut être fait sur ce vaccin. Oui, alors justement, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez sur le chiffre de 70% de l'immunité, enfin, qu'on considère qu'il faut 70% de la population totale pour avoir une immunité satisfaisante. En Calédonie aujourd'hui, on a 30% de mineurs, grosso modo. Ce qui impliquerait pour atteindre ces 70% qu'il faudrait qu'on ait 100% d'adultes vaccinés. On sait que c'est pas obligatoire pour l'instant, que c'est sur la base du volontariat. Comment on peut faire? On continue notre campagne de vaccination, c'est-à-dire que dans la première des choses, c'est d'avoir des vaccins, ce qui est la première pour se faire vacciner. Et là, il y a un travail régulier qui est fait avec l'État, et je vous ai indiqué les doses qui seront livrées. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est on ouvre des centres de vaccination, ce qui a été fait également partout sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il n'est pas question pour nous de privilégier une zone ou par rapport à une autre. Et ensuite, il y a une campagne de sensibilisation sur l'intérêt du vaccin, et on voit que les Calédoniens ont appelé massivement justement pour se faire vacciner. Donc, on continue dans cette démarche-là, et c'est comme ça qu'on atteindra justement le chiffre des 70% qu'on espère tous. Mais on va à un rythme qui est quand même, enfin, je remercie le personnel sanitaire qui a permis de vacciner plus de 23 000 personnes en l'espace de quelques jours. C'est quelque chose qui est important. Et je redis sur les personnes qui ont été décalées, parce qu'il ne s'agit que d'un report de vaccination. Les personnes qui vous appellent, qui sont au bout du fil, ne sont pas responsables de ce report. Donc essayez de rester courtois sur ça. On comprend la frustration d'avoir un report de vaccination, mais les personnes qui vous appellent pour reporter ne sont pas responsables de ça. Anthony, des nouvelles, je profite qu'il y ait la DAS. Je voudrais juste revenir sur les variants. Aujourd'hui, sur les 58 cas positifs, est-ce que tous sont testés au niveau des variants, ou est-ce qu'il n'y a que les cas revenus de Wallis et Futuna qui ont été testés sur les variants? Et est-ce qu'on a et du variant et de la souche classique de la Covid? Qu'est-ce qu'on sait sur les variants aujourd'hui sur ces 58 cas? En tout cas, pour les 26 personnes revenues d'Europe qui étaient positives par le vol du 5 mars, il s'agissait du variant anglais. Ça, c'est important. Mais c'est pas inhabituel, puisque c'est maintenant la souche prédominante en métropole et en Europe, donc c'est pas une surprise. Voilà. Mathieu Anderel pour DNC, c'est une question qui revient beaucoup. Quel est le traitement qui est administré aux personnes infectées en fait? Quels médicaments? Les gens s'interrogent beaucoup sur ces questions-là.
Est-ce qu'on utilise de la chloroquine? Est-ce qu'on utilise autre chose? Quels sont les traitements qui sont administrés? Alors là, je pense qu'il faudrait interroger mes collègues du Medipôle, mais ce qu'on sait, c'est ce qui est important, c'est l'oxygène, les corticoïdes, puisqu'en fait, dans l'évolution de la maladie, il y a 3 phases. La première est due au virus, donc on a un syndrome grippal que vous connaissez tous. Hein. La deuxième, la deuxième et la troisième phase, ce sont les possibilités de complications, c'est-à-dire si le virus vient au niveau des poumons, et c'est là où l'oxygène est très important. Et puis la troisième phase, c'est plutôt des complications de type inflammatoire, c'est un excès de réponse inflammatoire que notre corps produit. Et c'est là où finalement les corticoïdes, les anti-inflammatoires sont importants. Donc voilà, en fait, c'est des soins de support, surtout l'oxygène, la réhydratation et les corticoïdes. Mais je pense que vous devriez peut-être plus vous adresser pour cette question aux médecins du Medipôle. On va prendre une dernière question parce qu'ensuite il y a d'autres points à l'ordre du jour. C'était intéressant la question qui était posée par le collègue, parce qu'il y avait, c'est-à-dire la province sud avait acheté à un moment donné beaucoup de la chloroquine. Donc en fait c'était acheté pour quoi faire, quoi. Et puis je suis un peu étonné quand vous dites que voilà, c'est un peu aberrant, quoi. Vous sachiez pas ce qui est administré là-bas au Medipôle. Je poserai la question à la province sud. Alors en tout cas, non mais à un moment donné, ceux qui sont au-dessus du pays doivent être en capacité de savoir ce qui se pratique. Oui. Donc vous avez dit c'est pas sérieux quand vous dites que vous ne savez pas, il faut aller voir au Medipôle. Non, c'est pas sérieux, quoi. Alors ce que vous devez savoir, c'est que quand même les scientifiques ont appris au fur et à mesure de l'évolution depuis 1 an, et certains ont pensé qu'il fallait faire justement un stock de produits qui semblaient, pour certains, être efficaces à ce moment-là. C'est vrai qu'on est dans une île et que quand on cherche à s'approvisionner, si on attend le moment d'être certain de quelque chose pour s'approvisionner, parfois après il y a une rupture de stock mondial, vous voyez. Donc c'est quand même, ça peut se comprendre aussi qu'on cherche pour le pays à obtenir un stock d'un médicament alors que c'est encore possible. Voilà. Et parfois c'est utile, parfois ça ne l'est pas, mais c'est un peu le jeu des gens qui sont dans les îles. Le prépositionnement. Je pense que la démarche de la province sud était exactement dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on est une petite île de 270 000 habitants, et quand on doit se fournir en médicaments, imaginez si la chloroquine, justement, avait été validée mondialement et que tout le monde voulait bénéficier de la chloroquine. Je pense que chacun aurait salué la décision, et moi je salue la décision qui avait été prise à l'époque, qui était vraiment un principe de précaution pour garantir la santé des Calédoniens. On va passer à Madame Chamorro. On va d'abord merci Dr Noël de votre présentation. On va nettoyer le petit pupitre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire un point aujourd'hui sur les mesures mises en place pour les personnes en situation de handicap pendant ce confinement. L'année dernière, nous avions fait un bilan très précis à la sortie du confinement avec les associations spécialisées, puisqu'il a été remarqué que certaines personnes en situation de handicap, mais aussi les aidants et les familles, avaient été mises dans des difficultés particulières, puisqu'il est déjà compliqué pour nous de vivre cette période particulière, mais quand on est en situation de handicap, ça peut parfois accentuer les difficultés. Donc ce constat avait été fait particulièrement pour les personnes qu'on dit isolées, puisque celles qui vivent dans des structures d'accueil ont été prises en charge donc de manière spécifique. Donc aujourd'hui, je voulais simplement préciser qu'il y a eu un travail qui a été fait entre les associations spécialisées en matière de handicap et de dépendance, avec l'association SOS Écoute, pour mettre en place un dispositif spécifique. Donc c'est toujours le numéro SOS Écoute 05 30 30, mais cette fois-ci, nous avons sensibilisé les personnes qui travaillent sur les plateformes téléphoniques à l'accueil particulier des personnes en situation de handicap, des aidants et de leurs familles, pour pouvoir déjà répondre à des situations d'urgence de personnes isolées. Donc il y a 3 phases. SOS Écoute est formé pour répondre aux questions générales des personnes en situation de handicap. Ensuite, s'il y a des questions plus spécifiques, SOS Écoute répercute ces questionnements sur les associations spécialisées
qui peuvent donc rappeler les familles ou rappeler les personnes concernées. Et ensuite, s'il y a vraiment une situation de détresse, nous avons également ajouté au dispositif, grâce à l'intervention des associations, des visites possibles à domicile des personnes qui se signaleraient en grande difficulté. Donc je voudrais saluer ce partenariat, c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière. Nous allons faire un bilan de cette action à la fin de la semaine pour voir s'il est nécessaire ensuite de le reconduire sur les 15 jours suivants, puisqu'il pourrait y avoir ensuite des répercussions pour certaines personnes d'une sortie de confinement difficile. Il y a des choses tout à fait, ordinaires. Par exemple, il y a des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas porter le masque pour différentes raisons. Et donc, c'est à nous de les accompagner dans cette période particulière. Donc, je rappelle, c'est SOS Écoute, 05 30 30. C'est parfois difficile pour les personnes isolées de faire la démarche de se signaler. Donc, si vous connaissez aussi dans votre entourage des personnes qui sont seules pendant cette période et en situation de handicap, n'hésitez pas à leur passer également cette information. Ça a été dit en introduction également, je voulais vous transmettre des informations également qui proviennent principalement de la province sud sur la question des centres de loisirs pendant les vacances scolaires, puisque nous avons donc aujourd'hui voté l'arrêté qui modifie le calendrier scolaire, comme nous l'avons annoncé lors d'une précédente conférence de presse. Le calendrier scolaire n'est modifié que pour la période des vacances qui arrive. Je voudrais être claire sur ce point parce qu'on a pas mal de questions sur ce sujet. Le reste du calendrier scolaire ne bouge pas. Il n'y a que la période des vacances qui arrive qui est avancée. Donc les centres de vacances, c'est quand même 2000 enfants qui sont accueillis sur une période de 15 jours. Donc je voudrais saluer le travail des organisateurs qui ont tout fait pour réorganiser les activités pendant cette période. Également rassurer les parents, ça a été vu avec le Haut-Commissariat, vous pouvez utiliser l'attestation de déplacement dérogatoire pour pouvoir aller inscrire les enfants sur les centres aérés. C'est quelque chose c'est une information qui a été passée également au niveau des forces de l'ordre. Donc il suffit de contacter le centre aéré de son enfant pour s'assurer des modalités d'inscription, puisque les inscriptions seront soit maintenues, soit à refaire en fonction des dates à laquelle vous avez inscrit vos enfants. Les activités et les protocoles sanitaires seront définis dans les centres aérés en fonction de la décision qui sera prise à la sortie de confinement. Si nous revenons dans une situation normale, les centres se passeront de façon ordinaire. Ensuite, il peut y avoir des adaptations en fonction de la décision de sortie de confinement, avec ou sans masque, et puis peut-être privilégier certaines activités, notamment d'extérieur, pour les enfants, pour les centres aérés. Donc voilà les informations que je voulais vous donner, en sachant que nous avons également inclus dans les personnels prioritaires à la vaccination les personnels éducatifs des centres de loisirs, pour qu'ils puissent progressivement, comme c'est le cas des enseignants, être sécurisés dans leur pratique au quotidien. Voilà les informations que je voulais donner sur les centres aérés et surtout rassurer les organisateurs sur le fait que les autorités compétentes, que ce soit provinciales ou communales, les aideront à se réorganiser sur la question des repas, des hébergements pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Et sur le site internet de la province sud, les parents peuvent retrouver la liste de tous les centres aérés. Alors je parle de la province sud parce que la très grande majorité des centres sont en province sud, les plus gros centres. Les contacts sont sur le site internet de la province pour les parents qui souhaitent contacter les centres qui resteront ouverts bien sûr pendant ces 15 jours. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc on va... Merci Isabelle. Bon, merci très rapidement. Donc on va rester dans l'aspect sanitaire concernant notamment la suspicion de grippe aviaire qu'il y avait eu. Donc le gouvernement a fait un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation concernée. Donc les gens se sont inquiétés. Très rapidement, ça fait déjà plus d'une semaine où on a eu confirmation que la suspicion sur le virus hautement pathogène n'était pas le cas. Donc on a dû quand même vérifier sur le virus faiblement pathogène, qui nécessite quand même un suivi de l'exploitation. Aujourd'hui, les résultats que nous avons obtenus au niveau des analyses d'Australie, etc., nous indiquent qu'il n'y a même pas de virus faiblement pathogène. Donc aujourd'hui, un arrêté est passé au gouvernement pour lever la surveillance de cette exploitation. Donc ça, c'était la première chose. Un virus en bon. Je sais que ça avait un peu suscité l'inquiétude. En tous les cas, dans les médias, on en avait beaucoup parlé. On parlait de grippe aviaire. Comme je l'ai dit au gouvernement, on n'était pas dans les 10
10 plaies d'Égypte, on reste quand même, malgré les dépressions, la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, on arrive quand même à gérer ce qui nous arrive. En ce qui concerne la deuxième chose, je m'adresse surtout aux agriculteurs, où je suis bien sûr largement interpellé sur justement les calamités agricoles que l'on a connues là, à travers la dépression forte tropicale Lucas et bien sûr le cyclone tropical Niran. Alors ce que je tenais à dire et à m'adresser aux agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui on a reconnu ces deux dépressions climatiques et cyclones comme calamité agricole, ce qui nous permet d'engager les indemnisations pour tous ceux qui sont assurés à la CAMA. Mais cet arrêté aujourd'hui non seulement reconnaît ces deux phénomènes climatiques comme calamité agricole. En ce qui concerne Lucas, il y a 16 communes qui sont concernées. Et en ce qui concerne Niran, c'est l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie qui sont concernées. Donc, ces communes, elles ont... Pourquoi 16 communes? Parce que c'est l'expertise météo qui nous permet de dire telle commune ont été impactées par Lucas. Et pour le cyclone, bon, il n'y a pas eu de problème, c'est l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Donc cet arrêté, c'est pas simplement la reconnaissance de des calamités agricoles pour ces deux phénomènes climatiques, c'est aussi de pouvoir enclencher tout de suite les indemnisations. Donc il y aura un versement d'un acompte qui sera fait très rapidement par la CAMA, qui se basera sur les déclarations faites que pourront faire les agriculteurs sur l'un ou sur l'autre, ou sur les deux. La Nouvelle-Calédonie, à travers la CAMA, permettra aux agriculteurs de toucher déjà très rapidement 50% des sinistres déposés par les agriculteurs. 50%. Et les autres 50%, ils seront financés après le contrôle des différentes déclarations des agriculteurs. Donc, 1, reconnaissance de calamité agricole, qui permet d'enclencher des indemnisations. 2, une avance immédiate à travers la CAMA de 50%. C'est 50% du capital assuré. Hein. Chaque agriculteur assure un certain capital. Donc c'est 50% du capital assuré qui sera avancé en fonction des présentations des différents sinistres. Voilà. Très bien, merci pour ces éléments, Monsieur Danglebert. Sur les autres... Ah, pardon, c'est une question. Il y a une question, juste oui, là. Pardon, Mathieu Indorel pour DNC. J'avais juste une question. Vous avez parlé de la grippe aviaire, mais il y a eu une introduction confirmée de la chenille légionnaire d'automne, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des éléments sur la manière dont cet insecte, ce ravageur, a été introduit et les conséquences potentielles pour l'agriculture, en particulier la production de maïs? Vous parlez de la chenille du maïs? Oui. Oui, donc on a, bien sûr, il y a une exploitation qui a été impactée. Hein. Donc on a demandé la destruction complète de la parcelle. Pour autant, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on vive avec aujourd'hui, parce que dans tous les pays, il n'y a eu aucun moyen de combattre en dehors de maîtriser cette chenille. Parce qu'en plus, elle se déplace très rapidement. Pas la chenille, mais l'adulte, hein, qui est un insecte, il se déplace très rapidement. Donc les services de la d'AVAR sont en train de voir comment faire pour maîtriser cette nouvelle introduction en Nouvelle-Calédonie concernant la chenille qui impacte le maïs. Je rappellerai quand même que le maïs, c'est quand même un enjeu important pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on est quasiment autonome en production de maïs en Nouvelle-Calédonie. Donc l'enjeu est important. Pour autant, on va faire avec. Donc André Croisé pour Radio Jido. Donc remercier déjà la réactivité de ce que vous faites pour les agriculteurs. Mais une fois de plus, nous sommes en train de constater aussi une discrimination concernant l'agriculture pseudo-officielle parce que inscrit à la CAMA. Et puis, on a toutes les cultures vivrières des gens qui ont été impactés aussi et qui se trouvent démunis. Donc, quelque part, c'est encourager le travail dans cet effort-là, de reconnaître aussi comment est-ce qu'au niveau communal, parce que vous vous appuyez sur les calamités agricoles et l'expertise météorologique,
mais comment est-ce qu'on peut accompagner aussi les communes de la côte Est et des îles pour ces cultures vivrières des populations, comme vous le savez, qui vivent de leur petite culture, mais qui ont été aussi impactées, quoi. Oui, déjà, la première chose, c'est qu'on n'est pas obligé d'être agriculteur encarté pour bénéficier de la CAMA. C'est-à-dire, dans beaucoup de communes, c'est même organisé, par exemple à Thio, il y a une structure qui paye pour les agriculteurs vivriers une cotisation à la CAMA, donc ils peuvent bénéficier. Donc pour bénéficier de la CAMA, il suffit d'être sociétaire, de souscrire cette assurance. Donc l'assurance, elle n'est pas seulement que pour les grands professionnels, mais elle peut être aussi pour tous ceux qui s'assurent à la CAMA, y compris pour des productions vivrières. D'ailleurs, les productions vivrières, dans certaines régions, sont très nombreux ceux qui sont justement, comment on appelle, sociétaires de la CAMA. La seule difficulté qu'on a, et là je vous rejoins, c'est souvent, alors pas pour le cyclone, lorsqu'on a un cyclone, tout le monde est impacté. Le débat souvent qu'il y a, c'est au niveau au niveau climatique, comme Lucas, une dépression qui impacte une commune par l'autre, savoir qui fait partie des indemnisés ou pas. C'est vrai que c'est très lent. Il y a toute une étude qui est faite systématiquement par la météo, à travers les radars, etc. Il y a toujours des discussions, mais on n'arrive toujours pas à s'entendre. Et bien sûr, il suffit d'aller constater sur le terrain, malgré l'expertise de la météo. Là-dessus, il y a quand même une habitude de tous les sociétaires de réagir assez rapidement dès qu'ils sont impactés. Et on les connaît, les sociétaires. Alors c'est vrai que peut-être que, je ne sais pas, sur les îles, je ne suis pas... Mais sur la côte Est, etc., beaucoup de personnes qui font des cultures vivrières sont sociétaires de la CAMA. On passe aux derniers points qui ont été abordés aujourd'hui en séance du gouvernement. Donc, il a été rappelé que l'organisation des vols, justement, avec la prolongation et l'organisation de la quatorzaine est prolongée jusqu'au 31 octobre. Donc, c'était un arrêté qui a été pris ce matin en séance du gouvernement. Différentes lois de pays ont également été prises, notamment sur la question économique. Mais ce que j'ai pu vous indiquer hier, on aura une conférence de presse dédiée, enfin un point presse dédié demain avec d'autres acteurs pour présenter les différentes aides économiques. Nous avons également voté 80 mégawatts, le lancement d'un appel à projet de 80 mégawatts pour le secteur métallurgique et le développement du nickel vert en Nouvelle-Calédonie. Donc d'avoir 80 mégawatts qui seront dédiés justement aux métallurgies. Pas l'un plus que l'autre, mais il y aura dans la PPI le cadre qui est fixé justement pour le développement énergétique en Nouvelle-Calédonie, une vraie volonté affichée de développer justement ce nickel vert. Ça a été signé dans l'accord de l'usine du Sud qu'une ferme de 30 mégawatts devait se construire, donc ça pourra s'inscrire dans cette démarche-là. Une délibération également qui a été votée sur la prolongation des délais administratifs pendant la période de confinement. Je pense aux contrôles techniques, aux certificats d'immatriculation qui ont été décalés, ainsi que les pénalités pour marché public qui ont été également décalées. Ces textes-là devront faire l'objet d'une adoption du Congrès. Une loi de pays qui était revenue du Conseil d'État qui là aussi nous avons souhaité inclure la possibilité de faire des conseils d'administration, des assemblées générales en visioconférence et donner la possibilité légale de le faire. Cette loi de pays prévoyait également celle qui prévoyait le fait de mieux encadrer la vente de bombes de peinture pour lutter contre les tags et justement que ça puisse être interdit de vente aux mineurs et dans des armoires fermées chez le revendeur avec contrôle de la pièce d'identité. Donc voilà en gros les textes qui sont passés ce jour en séance du gouvernement. Les textes économiques, je vous les détaillerai demain. Anthony, des nouvelles. Juste une question sur la date du 31 octobre. Pourquoi vous êtes arrêté au 31 octobre et non pas plus tard peut-être ou plus tôt? Parce qu'on n'avait pas l'ensemble des plannings des vols des compagnies aériennes et il y avait le système Yalta qui régit tout le système des vols aériens qui allait jusqu'au 31 octobre jusqu'à présent. Pour impliquer une fermeture jusqu'à la fin de l'année, si vous aviez eu des programmes de vol plus lointains, on aurait pu envisager une fermeture également plus lointaine? C'est un débat qui s'est posé très clairement, enfin en toute transparence. On s'est posé la question du 31 octobre ou du 31 décembre. On a préféré à ce stade rester sur le 31 octobre et d'ajuster au fur et à mesure.
C'est bon ? Très bien. Je vous remercie et donc on se retrouve demain pour un point presse dédié notamment au secteur de l'économie.